Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Donc en effet, la conférence est organisée en partenariat avec la revue Regard croisé sur l'économie. Il s'agit d'une revue qui a pour but de créer des ponts entre la recherche académique et le débat public sur des thèmes divers et variés. Donc vous en avez des exemples ici, dont un sur l'urgence écologique, où nous faisons appel à des chercheurs pour contribuer notamment. Voilà. Je vais donc commencer cette conférence sur urgence écologique et transition économique, la finance de demain, avec un petit constat, puisqu'il ne vous aura pas échappé que la finance n'a pas toujours eu très bonne réputation. Qualifiée souvent de responsable de nombreuses crises, comme la crise des subprimes, on a souvent tendance à associer la finance à la recherche effrénée de profits, quelles que soient les conséquences sur les populations et surtout sur la destruction de la planète. Et pourtant, une autre forme de finance a émergé il y a quelques décennies et prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur. Il s'agit de la finance verte, qui voudrait changer le paradigme et dont l'ambition est grande, concilier l'efficacité de l'économie, la protection des clients et l'intérêt général. En somme, réduire l'instabilité du système financier, tout en intégrant dans ses choix des critères sociaux, sociétaux et environnementaux. Ne serait-ce donc pas la solution miracle ? C'est un peu la question qu'on va se poser. Quelle est réellement l'efficacité de la finance verte? Est-ce qu'elle parvient à répondre à cette ambition? Et peut-on y trouver une forme d'espoir pour le monde de demain? Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons le plaisir de recevoir trois invités. Laurent Clerc à côté de moi, vous êtes expert de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France. Patricia Criffo, vous êtes professeure d'économie à l'École Polytechnique, membre du Centre de recherche en économie et statistique en lien avec le CNRS. Et Noé Cabouche, vous êtes doctorant en sociologie au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po et à l'Université de Neuchâtel. Vous pourrez bien sûr poser vos questions dans un second temps. Voilà. Et je mentionne aussi également que la conférence est associée avec une illustratrice que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Camille et je vais prendre des notes en dessin de cette conférence, donc vous aurez le loisir de les observer à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, pour commencer déjà, qu'est-ce que concrètement la finance verte, notamment par rapport à la finance classique, Patricia? Alors, si on veut donner une définition simple, partons déjà de la finance durable, qui est plus générale. Il s'agit d'intégrer des critères extra-financiers. On a coutume de les regrouper sous le vocabulaire environnement, social, gouvernance. Donc, trois grands piliers dans les décisions d'investissement, dans les stratégies d'entreprise. Donc, de coupler l'extra-financier avec le financier. Voilà, c'est comme ça qu'on a coutume de le définir. Mais en fait, en pratique, il y a plein de manières de faire de la finance durable. Alors, la finance verte, ça va se focaliser sur un des trois piliers que j'ai mentionnés, l'environnement. Souvent le climat, en fait, plus que l'environnement. Donc, on va focaliser un peu le projecteur là-dessus. Mais globalement, en fait, on a différentes nuances d'investissement durable ou responsable, selon qu'on intègre ou pas d'abord les trois piliers ou seulement un des trois. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans une stratégie un peu thématique, l'environnement, le climat, ou alors des décisions d'investissement qui vont prendre en compte des critères plus largement? Et puis, après, la question qui se pose, c'est comment est-ce que ça se mesure concrètement? Comment est-ce qu'on mesure qu'une entreprise ou qu'un investissement est plus durable qu'un autre? Si on cherche à rentrer un petit peu dans le détail, on va chercher à regarder ce que font les entreprises, quels sont les plans de management de la performance environnementale, quelles sont les pratiques organisationnelles qu'elles vont mettre en place vis-à-vis de leurs salariés, les structures de gouvernance. Donc on va un peu ouvrir la boîte noire de l'entreprise et puis regarder si elles font des efforts. Donc dans la finance durable, en fait, on a plusieurs typologies d'investissement et de mesures. Selon qu'on fait des stratégies plutôt qu'on appelle best in class. Donc là, on va choisir les entreprises qui sont les meilleures. On va regarder, on va évaluer leur performance et on va regarder extra-financière, les entreprises les meilleures dans leur secteur. Du best effort, on va regarder les entreprises qui s'améliorent le plus. Du best in universe, on va regarder les entreprises, quel que soit le secteur, et on va sélectionner les meilleurs, tous secteurs confondus, ou les thématiques. Donc ça, ce sera plutôt la finance verte. Ok, merci. Et alors, du coup, comment ce type de finance a-t-il émergé? Qu'est-ce qui a conduit à son développement, Noé?
Alors, la finance qu'on appelle durable, donc comme vous le précisiez, a beaucoup de déclinaisons différentes. Et il faut savoir que la question de la durabilité et de l'éthique dans la finance est en fait assez ancienne. Si on veut vraiment remonter très loin, on peut remonter à des périodes beaucoup plus anciennes, que ce soit même l'Antiquité. La question de l'éthique dans la finance a déjà existé à cette période. Et puis même au sein des mouvements religieux en particulier, la question de l'éthique dans les investissements, par exemple chez les Quakers, les méthodistes, un certain nombre de mouvements religieux qui mettaient déjà au cœur de la finance la question de l'éthique. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle finance durable prend en compte des dimensions qui n'existaient pas à l'époque et qui dépassent la seule question de l'éthique. Et en fait, ce développement s'est fait au cours d'un certain nombre de décennies à partir de plusieurs étapes. Donc dans les années notamment années 60-70, on a eu l'émergence des premières formes d'investissement socialement responsable. Donc là, qui consiste finalement pour des gestionnaires d'actifs, pour des investisseurs, à sélectionner leur univers d'investissement en excluant un certain nombre d'entreprises et de pratiques, typiquement l'alcool, la drogue, la pornographie, en tout cas des pratiques qui peuvent être considérées comme non éthiques. Et puis, donc, cette finance dite responsable, socialement responsable, elle a évolué vers d'autres approches, notamment avec l'évolution des enjeux de notre époque, avec l'émergence, notamment dans les années 80 et 90, de la notion de durabilité, qui a été portée et qui, du coup, a aussi permis de faire émerger la question de la finance durable, et donc avec, comme vous le disiez, la question des critères pas seulement sociaux et de gouvernance, mais aussi les critères environnementaux. Et il y a eu un certain nombre de jalons historiques qui ont permis ces évolutions, et notamment des acteurs pas seulement financiers, mais extra-financiers, puisque les mouvements sociaux ont également joué des rôles en fait dans la valorisation de ces modes de finance dits alternatives ou éthiques, mais aussi des organisations extra-financières, comme des organisations supranationales ou internationales, comme les Nations Unies, notamment avec la définition des objectifs de développement durable en 2015, qui font explicitement appel finalement à la finance pour combler le gap de financement de ces objectifs, donc qui inclut des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc à partir de là, tout un certain nombre de véhicules et de techniques financières ont émergé pour permettre ces évolutions-là. Et du coup, avec justement cette impulsion aussi des instances extra-gouvernementales, dans quelle mesure aujourd'hui la finance verte a transformé la finance traditionnelle, notamment sur le plan quantitatif, entre guillemets? Quelle est la part aujourd'hui de la finance verte dans l'ensemble des activités financières, Patricia? Alors, c'est vraiment une bonne question parce que cette question de la mesure, concrètement, combien ça représente sur les marchés financiers ce type de décision? Est-ce qu'on a vraiment assisté à ce qu'on appelle dans la littérature le mouvement de mainstreamisation? C'est vraiment un vocabulaire qui est très moche, mais voilà, de généralisation voilà, de la finance extra-financière, enfin, la finance durable vers la finance classique. On s'aperçoit quand même d'une évolution récente assez forte, un mouvement très important, en tout cas sur les chiffres. À la fin des années 2000, aux États-Unis, à peu près 10% des sommes investies sur les marchés financiers se déclaraient intégrer une composante socialement responsable. Alors, comme l'a dit Noé, c'est beaucoup des fonds d'exclusion aux États-Unis, un peu moins des fonds d'intégration des critères ESG, comme c'est le cas en Europe, mais c'était déjà voilà, une toute petite partie des sommes investies, parce qu'on peut considérer que 90% des sommes investies sur les marchés financiers aux États-Unis à la fin des années 2000 n'intégraient pas aucune dimension environnementale, sociale, voilà, ou de gouvernance, en tout cas labellisée comme telle. Et puis en 2015, on est passé de 1 sur 9, 10% à peu près, à 1 sur 5. Donc, il semble quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que le marché américain, c'est un peu un point de repère important parce que c'est quantitativement des sommes importantes, mais ce n'est pas forcément le marché le plus à l'avant-garde des sujets de responsabilité sociale et environnementale. Et puis, au milieu des années 2020, là, on anticipe qu'à peu près 30% des fonds investis aux États-Unis intégreraient
cette dimension éthique, socialement responsable. Donc, il se passe quelque chose outre-Atlantique. En Europe, il se passe un mouvement similaire d'ampleur beaucoup plus important. Hein, l'intégration des enjeux ESG dans la finance classique, c'était les mêmes ordres de grandeur. Fin des années 2000, en Europe, on était, et en France en particulier, on était à peu près à 10%, à peine plus. Et puis là, aujourd'hui, on serait à 50%. Donc voilà, on a quantitativement quand même un phénomène qui semble assez massif. La question, c'est voilà, la pertinence, la vraie sélectivité ou pas de ces fonds-là et le vrai contenu qu'il y a derrière. On va y revenir, merci. Et du coup, cette expansion de la finance durable, est-ce qu'on peut interpréter cela comme une preuve que la transition écologique et que les enjeux environnementaux constituent une opportunité économique? En somme, est-ce que c'est rentable aujourd'hui pour les acteurs économiques de traiter de ces sujets? Laurent? Alors, sur la transition, donc, en réalité, c'est une vraie opportunité pour la finance, puisque les besoins qui sont financiers, hein, qui sont nécessaires pour assurer la transition sont considérables. Alors, quand on parle de transition écologique, on vise trois choses. La première, c'est de réduire ou de faire disparaître la production d'électricité et d'énergie à partir des énergies fossiles, et donc de les remplacer par des énergies décarbonées. La deuxième, c'est de réduire les émissions, donc soit en améliorant l'efficacité énergétique de la production, soit en réduisant la consommation et la production. Et la troisième façon, c'est d'innover. Alors, les besoins de transformation sont énormes. Il y a eu plusieurs évaluations. La Banque mondiale estimait, par exemple, qu'il faudra investir jusqu'à 90 000 milliards de dollars. Donc, pour la finance, quelle qu'elle soit, verte ou pas, c'est une vraie opportunité, puisque là, il y a vraiment des gros besoins de financement. Alors, ces besoins de financement, c'est effectivement trouver des alternatives aux énergies fossiles. Donc, on va retrouver derrière la notion d'exclusion. Petit à petit, on commence à sortir des portefeuilles ou des financements, tout ce qui est relatif au charbon, au pétrole et gaz non conventionnels. Et puis, il y a pas mal de travaux qui sont faits aussi pour améliorer l'efficacité énergétique de la production. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est le financement de l'innovation. Donc c'est là où se jouent les vrais enjeux. Alors je ne suis pas certain que ça ait transformé la finance, parce qu'on est toujours dans une logique de rendement. Et là, c'est des opportunités d'investissement pour les financiers, les investisseurs. Alors aussi pour les clients, hein, il faut voir que, on parlait beaucoup de fonds, pour les fonds, il y a une obligation qui s'appelle l'obligation fiduciaire, qui est de garantir à ses clients aussi les meilleurs rendements. Donc ça se comprend si, par exemple, on a beaucoup parlé de retraite ces derniers jours, mais si vous placez votre argent dans un fonds de retraite ou une assurance vie, vous avez aussi envie de récupérer, voire de voir progresser vos fonds. Donc la logique de rentabilité, elle n'est pas complètement perdue, elle est toujours là, et c'est rentable effectivement puisque les besoins sont considérables et qu'il n'y aura pas d'alternative. Le point que je voulais ajouter peut-être par rapport à ce qui a été dit, c'est que finalement il y a un certain nombre d'approches qui sont volontaires ou volontaristes, dans laquelle effectivement des financiers essayent d'avoir un impact ou de privilégier tel ou tel investissement, mais pour le reste c'est quand même pour beaucoup des obligations réglementaires qui imposent de prendre en compte des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Donc ce n'est pas non plus une logique qui est complètement spontanée. Hein. Donc dire que la finance a été transformée, bon, je mettrai un petit bémol, mais en tout cas, il y a effectivement une prise de conscience du monde financier qui est aussi liée aux importantes opportunités d'investissement qui sont liées aux besoins de la transition. Justement, sur cette question de rentabilité éthique, comment, en fait, dans la pratique, s'articule cette recherche de profit et la question éthique, Noé? Alors, je pense que ça dépend beaucoup de quel type de finance verte on parle. Effectivement, comme le disait Laurent, on a des approches qui sont différentes. On en a certaines qui procèdent
exclusivement par conformité à la régulation, et puis il y en a d'autres qui sont plus volontaristes, par exemple des approches de la finance durable que moi j'ai un petit peu étudié en particulier, qui est l'impact investing, qui est une nouvelle forme beaucoup plus volontariste, beaucoup plus peut-être même un peu radicale dans son approche, mais qui pour le coup représente une part des actifs extrêmement faible, de l'ordre de quasiment, je crois, 0,5%, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez faible. Mais donc selon ce spectre, selon le positionnement dans ce spectre très large de la finance durable, on a un rapport à l'équilibre entre le profit et l'éthique qui est quand même relativement différent. Alors, ce qu'on retrouve quand même, ce que j'ai pu voir notamment auprès de ces gestionnaires d'actifs qui disent faire de la finance durable, c'est que la question du profit et de l'éthique n'est généralement pas mise en opposition, en tout cas, dans la manière dont ces personnes ont la conception de cette articulation. Et en partie, c'est lié notamment à cette conception, d'ailleurs, de théorie économique classique, qui est finalement que l'égoïsme de chacun fait le bonheur de tous. Et donc, j'ai pu parler justement avec un certain nombre de gestionnaires d'actifs qui expliquaient qu'il n'y a pas donc d'incompatibilité manifeste entre profit et éthique, pour cette bonne raison que finalement le marché va réguler, et puis que du coup un produit durable va lui-même devenir rentable, in fine, s'il est de qualité. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. On peut voir deux principales raisons à ça. La première, c'est que si on se place dans une optique de moyen ou long terme, un certain nombre d'actifs actuels peuvent perdre de la valeur, notamment dans l'investissement dans les énergies fossiles, puisqu'on ne sait pas de quoi ces business seront faits dans quelques années. Donc de ce point de vue-là, une approche en termes de profit de moyen long terme peut voir un intérêt en fait économique à être éthique à l'instant T. Et puis l'autre point, c'est aussi la question de la demande des clients, donc la demande des investisseurs, que ce soit des investisseurs comme vous et moi peut-être, mais plutôt souvent quand même des investisseurs institutionnels ou particulièrement fortunés, qui vont en fait effectuer des demandes auprès de leurs gestionnaires d'actifs en termes d'efficacité non pas seulement économique, mais également environnementale des produits dans lesquels ils investissent. Et de ce point de vue-là, on peut se poser la question du coup, pour un gestionnaire d'actifs, il y a un intérêt économique à se positionner sur ce segment-là. Donc, il peut y avoir de ce point de vue-là aussi une réconciliation entre intérêt économique et intérêt éthique, si on peut dire. Mais qui vous dit que notre public n'est pas particulièrement fortuné? Sait-on jamais? Peut-être que... Je parle des high net worth individuals qui sont en général très 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 fortunés, mais il peut y en avoir. Sait-on jamais? Non, je vais reprendre juste quelque chose que vous avez dit sur la question du court et du moyen terme. On peut se demander s'il n'y a pas parfois une certaine difficulté justement à articuler le court terme des marchés financiers et le long terme du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? Alors effectivement, c'est la grosse difficulté. Donc, pour citer un des changements peut-être dans la prise de conscience de la nécessité de financer la transition, c'est un discours célèbre du gouverneur de la Banque d'Angleterre qui s'appelle McCartney, de 2015, qui a parlé de tragédie des horizons. Quand il a parlé de tragédie des horizons, justement, il a mis en exergue cette contradiction entre, d'une part, des horizons de la finance et du financement qui sont généralement des horizons de court terme, et la question du changement climatique qui se matérialise souvent au-delà de l'horizon de gestion des financiers. Donc ça pose une contradiction. D'ailleurs, parfois, c'est même au-delà de la durée de vie de l'entreprise ou de l'individu. Donc ça veut dire qu'il faut aller très loin. Donc cette contradiction, comment est-ce qu'on la résout? C'est pas encore très clair, mais il y a très clair dans l'esprit des agents économiques en général, hein, et des financiers en particulier, c'est que la question de la transition écologique ou climatique, elle doit prendre en compte aussi l'inertie des phénomènes climatiques. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le changement climatique, il est conditionné par des phénomènes de stock et d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et en gros, c'est, pour simplifier, les 20 dernières années d'accumulation qui conditionnent le climat d'aujourd'hui. Donc, en gros, ça veut dire que le climat de 2040, il est déjà en partie réalisé, mais pour le changer, pour changer ce qui se passe après, il faut agir maintenant. Et c'est ce maintenant qui raccourcit les horizons.
Mais il y a encore un petit hiatus ou une difficulté pour les acteurs à prendre en compte le fait que les décisions d'aujourd'hui ne vont pas avoir un impact immédiat. Donc on ne va pas pouvoir mesurer, par exemple, quand on parle d'impact, on ne va pas pouvoir mesurer tout de suite l'impact d'un investissement ou d'une politique de financement sur le climat aujourd'hui, mais il va falloir attendre quelques années. Donc c'est là où c'est vrai que quand on a des reportings, donc des publications de comptes de résultats qui sont basées sur des fréquences trimestrielles, annuelles, intégrer l'impact positif de quelque chose qui va se matérialiser dans 15 ans, 20 ans, ce n'est pas très évident, quoi. Ça fait une parfaite transition avec justement la question de l'efficacité. Au-delà de cet aspect purement économique, quelle est en fait l'efficacité de la finance durable sur le plan environnemental ? Parce qu'on a évoqué quand même beaucoup de difficultés. Et la question sous-jacente, ce serait un peu quel est le caractère positif, comment évaluer justement ce caractère positif et durable de la finance verte, Patricia ? Merci. Alors ça, c'est vraiment une question redoutable parce que la question de l'impact, donc, qui a déjà été abordée à plusieurs reprises, en fait, elle impose, on va dire, si on veut définir ce que c'est qu'un investissement impact, cette question-là, elle impose une logique quand même assez différente de la finance durable et de l'investissement responsable. Et donc là, on est vraiment dans un point de bascule vers autre chose, de beaucoup plus sélectif, et qui soit capable de démontrer effectivement qu'il y a bien eu une amélioration. Concrètement, l'investissement impact, c'est trois grands critères. L'intentionnalité, il faut avoir la volonté de changer les choses, mais pas simplement se satisfaire d'une conformité à une contrainte réglementaire, donc vraiment aller au-delà, bien au-delà. Deuxièmement, il faut l'additionnalité, c'est-à-dire il faut vraiment être capable de prouver que si on n'avait pas pris cette décision-là, si on n'avait pas mis en œuvre cette pratique-là, les choses auraient été radicalement différentes et pas uniquement... il ne s'agit pas simplement de l'intégration ESG, de critères dans ces décisions, en plus de quelque chose. C'est vraiment bien l'aspect démonstration qui compte. Et puis, dernier aspect, c'est la question de l'évaluation et de la mesure de son impact. Ça, c'est super important parce que c'est un vrai business aujourd'hui, c'est une vraie industrie, la mesure de ces impacts. Les agences de notation extra-financières sont spécialisées là-dedans et beaucoup de travaux récents parce qu'enfin les données sont disponibles et sont partagées avec les chercheurs montrent qu'elles ne sont pas convergentes, ces évaluations. Donc pour une même entreprise, on pourra avoir un bon score environnemental si on est évalué par MSCI et un mauvais score environnemental si on est évalué par, je ne sais pas, Etifinance, quelle autre agence de notation. Donc est-ce que ça pose un problème? Alors si on pense qu'il y a une seule et vraie unique mesure, oui. Mais si on est un peu économiste et qu'on sait que sur les marchés, la différenciation des produits, c'est un phénomène particulièrement fort dans un monde de concurrence imparfaite, on n'est pas tellement surpris. En fait, ces agences de notation, elles sont spécialisées chacune sur de la différenciation horizontale. Elles vendent des produits, la notation, et elles n'ont pas intérêt à vendre la même note, sinon elles vont toutes fusionner à la fin, voilà. Ou elles seront rachetées les unes par les autres. Et des rachats et des fusions, il y en a déjà. Donc elles ont intérêt en fait à la divergence des notes. Mais ça pose un vrai problème sur, mais concrètement, quel est le véritable impact ? Donc ça, c'est important. Une autre solution, c'est de ne pas recourir aux agences de notation, mais de plutôt prendre des mesures de responsabilité environnementale et sociale dans des enquêtes qui ne s'appellent pas des enquêtes sur la RSE, qui sont plutôt des mesures de pratique des entreprises, qui mesurent des dépenses, qui mesurent des indicateurs plus quantitatifs. En France, on a un super appareillage statistique, les enquêtes de la Banque de France, les enquêtes de l'INSEE, qui vont permettre de capter la RSE aussi pour les entreprises qui en font sans le savoir et pour les PME. Donc il faut diversifier un peu ces sources de mesures pour être vraiment capable de mesurer l'impact. Et ça, c'est d'autant plus important qu'il y a des travaux qui montrent que, par exemple, quand les entreprises divulguent beaucoup d'informations, parce que la réglementation le leur impose, donc c'est la tendance qu'on observe avec les réglementations notamment à l'échelle française et européenne, en fait, le réel impact n'est pas forcément meilleur, voire il peut être pire. Il y a certains travaux qui montrent qu'il y a une corrélation négative entre la divulgation d'informations environnementales et l'empreinte carbone derrière, les émissions vraiment faites. Donc on a vraiment, là pour le coup, du pain sur la planche et on est finalement assez loin de l'objectif, quoi. C'est un peu pessimiste, pas très optimiste. Je suis un peu provocatrice aussi, c'est l'objet mais aussi de ces débats-là. C'est aussi le but, bien sûr. C'est de questionner ça.
Tout à fait. Et la question plus de la labellisation, est-ce que ça ne pourrait pas être une solution à... Ouais, ça paraît un peu la solution miracle, le label, parce que le label en économie, il a pour vocation finalement à rassurer un peu le consommateur, le client final, l'investisseur sur la qualité du bien qu'il achète. Okay, on connaît tous le label agriculture bio. Quand on achète un produit labellisé, on se dit, bah voilà, je sais qu'il y a un cahier des charges, il est évalué, il est solide. Et la finance ne fait pas exception à ça. Il y a des labels finance verte, finance durable qui existent, et il y en a même beaucoup. En France, on est un pays particulièrement prolifique en matière de labels, puisqu'il n'y a pas eu moins de 6 labels finance verte, durable, solidaire depuis ces 20 dernières années qui ont été promus en France. Souvent, d'ailleurs, adossés au pouvoir public. Ça, c'est un peu une spécificité française, parce que très souvent, les labels, ils sont produits ils sont adossés à des entreprises plutôt privées, mais pas les pouvoirs publics. En France, si on a adossé ça, une partie de ces labels. Donc aujourd'hui, il y a 2 grands labels qui sont souvent cités. Le label Greenfin, qui est pour les produits vraiment de finance verte, et puis le label ISR pour les fonds plus généralistes. Le problème de ces labels, en fait, c'est que la promesse n'est pas forcément au rendez-vous des résultats. Surtout quand il y en a beaucoup. À l'échelle européenne, il persiste encore aujourd'hui une quinzaine de labels pour les mêmes types de produits. Hein. Ils ont des nuances, bien sûr, mais voilà. Et donc, finalement, le mieux peut être parfois l'ennemi du bien, c'est-à-dire que la multiplication des labels va créer plus de confusion que vraiment de discipline sur les marchés. Et on est censé rassurer le consommateur sur une caractéristique essentielle, qui est une caractéristique de confiance. Un produit socialement responsable, il intègre la notion de bien de confiance en économie. On ne peut pas vérifier soi-même les qualités du bien, donc on s'en réfère au label pour le faire. Ben, souvent, cette confiance-là, elle est totalement détériorée quand il y a trop de labels. Voilà, ça tue un peu l'information qu'il est censé apporter à l'épargnant final. Et d'ailleurs, les enquêtes montrent que la popularité de l'ISR auprès des clients finaux, des consommateurs, des investisseurs individuels, pas institutionnels. Ouais. ISR, juste pour ISR, ouais. Investissement social et responsable, ça. Ouais. Ah oui, pardon. Ouais, c'est assez peu populaire, en fait. Hein, c'est assez mal connu. 70% des personnes interrogées, en général, ont tendance à dire que c'est important, ça serait important pour leur décision d'investissement. Puis 25% considèrent que c'est vraiment plutôt bien fait. Donc, on a encore un grand écart à combler, quoi. Oui, en fait, d'une certaine manière, trop de labels tue les labels. Et puis, si tout le monde se dit faire de la finance durable, il n'y a plus de finance durable, finalement, puisque c'est tout le monde. On en vient un peu à la question épineuse du greenwashing et à la question du coup, est-ce qu'on peut en déduire qu'il n'y a pas d'adéquation entre les paroles et les actes d'une certaine manière, Noé ? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, on peut se poser la question en tout cas. Donc là, on parlait effectivement de la question des labels et de leur peut-être trop grand nombre. Il y a aussi le problème aussi de l'absence de labels pour un certain nombre de catégories de la finance durable, et en particulier les plus radicales ou les plus prometteuses, comme par exemple la finance d'impact, l'impact investing, que j'ai observé donc pour le coup pas en France, mais plutôt à Genève. Donc ces nouvelles formes-là qui se veulent encore plus ambitieuses n'ont par exemple même pas de label officiel. Alors aujourd'hui en Europe, en ce moment d'ailleurs, est en train d'émerger à la fois une taxonomie de la finance verte, une taxonomie verte, et puis une réglementation qui oblige finalement les fonds durables à se classer selon deux grandes catégories, article 8 et article 9, qui vont du coup obliger finalement les acteurs à être régulés de manière officielle. Mais quand on regarde dans les faits, quand on compare un certain nombre de fonds, par exemple, qui se disent durables, on remarque qu'il peut y en avoir qui sont classés dans la même catégorie et dans le même article, malgré des approches extrêmement différentes, puisqu'on va avoir, par exemple, des acteurs qui disent faire de la finance d'impact, qui vont en réalité pratiquer une finance très ESG ou même parfois une finance d'exclusion qui va les conduire à investir dans des produits listés. Donc là encore, il y a ce débat sur est-ce qu'on peut investir dans des produits listés, donc dans des entreprises listées sur les marchés financiers, qui sont généralement des plus grands groupes, ou bien est-ce que quand on fait de la finance durable à impact, il faut se focaliser sur des petits groupes dont on peut réellement suivre la progression, l'impact, etc. Et donc on se retrouve avec des acteurs et des fonds qui, par exemple, vont se dire d'impact et investir dans des entreprises comme Microsoft, Apple ou Netflix,
Netflix. Et donc là, on voit bien par les faits la question du décalage potentiel entre les paroles et les actes. Et ça, c'est lié à la fois à la manière dont la réglementation est établie actuellement, au nombre de labels qui existent, et également à la question finalement de l'aléa moral entre les gestionnaires d'actifs. Aléa moral. Alors, donc moi, je suis plus sociologue qu'économiste, donc c'est plus un terme d'économiste, mais finalement, dans une relation dans laquelle on a un gestionnaire d'actifs et des clients auprès desquels il doit être comptable, finalement, donc auprès desquels il doit rendre des comptes, le gestionnaire d'actifs a la possibilité d'être assez libre dans la manière de mener les activités et n'est pas forcément obligé de se conformer à un certain nombre d'exigences durables si le client final n'en fait pas la demande expresse. Et c'est aussi ce qu'on observe. J'ai pu discuter avec des gestionnaires d'actifs qui signalent que finalement leurs clients qui se disent intéressés par des problématiques durables, finalement dans les discussions reviennent essentiellement sur les dimensions financières. Donc on a aussi ce problème-là de l'incitation à suivre finalement les paroles dans des actes, puisque in fine c'est quand même le rendement économique qui prime. Et alors c'est pas forcément le cas tout le temps, mais la performance économique reste en moyenne quand même un peu meilleure dans des investissements plus stables et plus certains, plutôt que d'investir dans une petite start-up qui fait des panneaux solaires dans un pays du Sud. Pour le coup, on a un impact, mais on n'est pas certain du résultat. Bon. Eh bien, pour le mot de la fin, et avant d'ouvrir la question, les questions au public, est-ce que du coup, chacun d'entre vous, vous pensez qu'on peut voir dans la finance durable une forme de solution ou un espoir pour la lutte contre le changement climatique, ou est-ce que tout ce qu'on a décrit et toutes les difficultés qu'on a mises en avant fait qu'il faudrait peut-être chercher la solution ailleurs? Peut-être Laurent. Comme je l'ai dit, de toute façon, il y a un besoin de financement. Donc, quelle que soit la façon dont on appelle cette finance, il faut financer cette transition écologique. Donc, je dirais que les signes positifs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est déjà le fait que de plus en plus de moyens vont en direction justement de la recherche de production d'énergie alternative aux énergies fossiles, d'investissement dans la recherche et développement, notamment du fait des principaux émetteurs, et puis voilà, d'innovation. Donc ça, c'est le point positif. Après, le point négatif, on a parlé de finances vertes, mais il n'y a pas de définition du vert. Donc il y a des taxonomies, des labels qui permettent un petit peu d'orienter les choses, mais avec... parfois, il y a, comme on dit, il y a 50 nuances de vert. Donc, du coup, pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose qui est complètement, je dirais, aligné avec... on parlait d'éthique, alors c'est peut-être un grand mot pour la finance, mais en tout cas, qui n'est pas forcément toujours aligné vers les objectifs qu'on se donne, et puis avec ce risque, effectivement, de greenwashing, donc de vendre du vert, alors qu'en fait, on finance du brun, quoi. Donc c'est ça la difficulté. Ouais, moi, je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, on est obligé de pas d'y croire. C'est pas une question de croyance, mais vraiment on est face à une double défaillance. Une défaillance des marchés sur les aspects environnementaux, l'externalité négative. Voilà, on a un marché manquant pour la qualité de l'air, le climat, etc. Ça, c'est la première défaillance. Normalement, en économie, on sait que dans ce cas-là, c'est à l'État d'aller trouver une solution, un outil pour corriger cette défaillance, une taxe, une norme. Voilà, il y a tout un tas d'outils disponibles. Mais on est aussi face à une deuxième défaillance, qui est une défaillance gouvernementale, c'est-à-dire que les États n'ont pas les moyens, même s'ils ont l'ambition, ils n'ont pas forcément les moyens de corriger ces externalités. En France, on a vécu des abandons de projets de taxe carbone à de multiples reprises pour pas mal de raisons différentes, mais l'acceptabilité sociale de ces taxes est compliquée. L'intégration des enjeux sociaux et environnementaux est compliquée à l'échelle des gouvernements. Et puis même quand ils ne sont pas face à ça,
ils n'ont pas forcément les moyens budgétaires de le mettre en œuvre. Donc, dans un contexte de double défaillance des marchés et des gouvernements, on est obligé de s'appuyer sur le secteur privé. Voilà, et la finance, et changer, rénover, refonder le capitalisme, c'est indispensable. Donc après, on peut mettre en doute, mettre en question les pratiques et justement ne pas abandonner ça totalement à la dictature des marchés. Et c'est pour ça que l'État ne doit pas être absent, en fait. Certes, il n'est pas complètement performant là-dedans, il y a une défaillance en la matière, mais il est là pour, derrière, faire de la réglementation. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que même s'il n'a pas forcément les moyens budgétaires, il peut avoir les moyens réglementaires, imposer de la divulgation d'informations, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est peut-être pas encore suffisant, c'est peut-être pas encore assez efficace, mais en tout cas, c'est déjà une première étape qui est indispensable pour contrôler ce que font les entreprises et les investisseurs en la matière. Ben, je rejoins assez ce qui a été dit. Je pense qu'en fait, on est effectivement obligé de compter sur la finance dans la manière dont l'économie fonctionne actuellement. Donc de ce point de vue-là, oui, très clairement, je pense que la finance doit jouer un rôle là-dedans et peut jouer un rôle là-dedans par l'importance qu'elle occupe. Mais peut-être à la condition, effectivement, de repenser le rôle des autres parties prenantes, qui ne sont pas seulement dans le secteur privé, mais le rôle des autres parties prenantes dans ce processus, puisque ce qu'on observe quand même, c'est que dans ces différents projets qu'on appelle en sociologie de moralisation des marchés, on a un risque qui est celui de cette forte endogénéité du processus. Finalement, les marchés se moralisent souvent de l'intérieur, et donc le secteur privé prend des décisions de l'intérieur, et effectivement parfois poussé par des acteurs externes, mais avec une certaine impuissance quand même de ces acteurs-là. Donc je pense qu'il faut être relativement attentif à cette endogénéité qui peut avoir des vertus, qui peut avoir des vertus en termes d'innovation, en termes d'idées, en termes de volontarisme, mais qui représente également des risques en termes d'autorégulation. Et puis, quand quelque chose est contrôlé que par l'intérieur, ou en tout cas majoritairement par l'intérieur, et qu'il y a peu de régulation efficace ou de décisions efficaces externes qui s'appliquent sur ce processus, il y a un risque de dilution, ou un risque de greenwashing, ou un risque d'inefficacité. Même si on peut faire l'argument inverse qui consisterait à dire que c'est l'action extérieure qui conduit à l'inefficacité. Je pense que le cas actuel montre que c'est, en l'occurrence, pas tout à fait vrai. Et puis, ce qui est très important, c'est notamment de pouvoir montrer et rendre compte des impacts de ces approches. Et donc la question de la comptabilité des impacts est extrêmement importante et il faut investir et développer davantage la manière de mesurer. Alors je ne sais pas s'il faut uniformiser les mesures, mais actuellement, effectivement, elles sont insuffisamment uniformisées ou en tout cas uniformisées ou en tout cas mises à la même échelle pour pouvoir rendre compte et faire croire et montrer qu'un impact existe réellement, puisqu'il y a aussi cette question de la crédibilité qui reste extrêmement importante pour un secteur qui a souffert énormément de mauvaise réputation, notamment à la suite des crises financières. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir la parole au public, commencer à réfléchir à vos questions, je me tourne du coup vers notre illustratrice qui avance son dessin. Alors je ne sais pas si... Très bien, alors lançons les questions d'ores et déjà. Est-ce que, n'hésitez pas, est-ce que vous avez éveillé des interrogations Ah, voilà, on arrive. Hop, je me décale. Oui.
Ça serait super. Alors c'est un peu ce qu'ambitionne l'Europe en la matière, de voilà, normaliser, discipliner un peu les choses avec la création d'abord de la taxonomie, c'est-à-dire la définition de ce que c'est qu'une activité verte, et puis derrière, la deuxième étape, ça serait effectivement un label européen, donc c'est en projet. Et ça serait bien si effectivement la mauvaise qualité sur le marché était chassée et que la bonne qualité restait. Mais c'est un problème qui est compliqué parce que c'est des labels nationaux, donc il y a des différences entre les pays. Et donc voilà, il y a des différences de structure, puis de contenu. J'ai un bon exemple qui me vient en tête, c'est que une directive européenne, donc Noé en a parlé, qui demande de classer les fonds selon deux types d'articles, l'article 8 ou l'article 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire appel à l'épargne en faveur de la finance verte, d'un bien plus vert qu'un autre, on peut soit se déclarer faire partie de la catégorie article 8, c'est l'intégration ESG un peu générale, ou l'article 9, ça c'est les fonds verts plus sélectifs en fait. Et puis, c'était voilà, une base un peu volontaire, on pouvait se déclarer comme ça. Puis l'Europe a dit, bah, voilà, à partir du 1er janvier 2023, il va falloir rendre des comptes plus précisément, on va être plus restrictif sur les fonds dits article 9, c'est-à-dire les plus sélectifs. Le vert foncé, quoi, en gros, par rapport au vert clair. Et bah là, bizarrement, 40% des fonds article 9 sont passés à article 8 dans les 3 mois qui ont précédé le 1er janvier, en fait. Donc on voit bien qu'il y a des comportements stratégiques. Alors il y a quand même quelques-uns qui sont passés de article 8 à article 9, quand même, faut le dire. Donc il y a un peu d'espoir qui subsiste, mais voilà, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, on a vu ce mouvement-là. Donc on voit bien qu'il peut y avoir effectivement un peu les meilleurs labels qui vont survivre, hein, mais il faut les contrôler derrière, il faut être exigeant. Il faut les vérifier, sinon ça ne marchera pas. Et ça, seul le régulateur voilà, peut le faire. Ce n'est pas les labels privés qui vont y arriver. Un complément aussi qui est une difficulté, c'est que, comme Patricia l'a dit, c'est souvent établi sur une base nationale. Or, on a un problème de réchauffement climatique qui est mondial. Et donc, la difficulté aussi, c'est que, en fait, en fonction des juridictions, on n'a pas non plus forcément les mêmes approches et les mêmes définitions ou les mêmes sensibilités et les mêmes dépendances vis-à-vis des énergies fossiles, par exemple. Donc, du coup, la capacité du secteur financier, des régulateurs au niveau mondial de converger vers des critères ou des bonnes pratiques qui sont communes, pour l'instant, elle est très compliquée. Je rajouterais que, donc on parlait des différents fonds classés en article 8 ou article 9. Un autre problème de ces classifications, c'est qu'elles ne font pas vraiment la place à des fonds qui se veulent encore plus ambitieux, du coup, puisque, par exemple, en l'occurrence, je parle beaucoup de la finance d'impact parce que c'est sur quoi je travaille, mais la finance d'impact ne trouve pas sa place dans ces catégorisations et du coup se retrouve reléguée avec des fonds, certes, plus verts que d'autres, mais pas des fonds d'impact néanmoins, en fait. Donc on a une sorte de latence entre ces innovations financières et puis la régulation qui est censée les classifier et les réguler. Donc, je trouve qu'il y a un problème d'adéquation aussi entre ces labels et la réalité des produits qui existent sur ce marché. Allez-y. Merci. Merci. Bien, vous avez un discours très technique. Moi, je suis une béotienne qui ne comprend pas tout ce que vous dites. Avec vos 8, vos 9, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Si j'ai 3 sous que j'ai voulu mettre en banque, en demandant de le mettre dans un fonds green, vous pensez bien que si on me répond tout ce que vous répondez, je ne comprends strictement rien. Je suis sincère. Hein. Et d'ailleurs, le banquier qui est en face de moi, il ne sait même pas ce qu'il y a dans le fond. Vous dites que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour dans 10 ans ou 20 ans. Moi, mon petit fonds que j'ai acheté, où je n'ai pas mis des millions, hein, je peux vous dire qu'il s'est cassé la gueule vite fait dans l'année qui est venue, là. Donc, il avait quand même une répercussion immédiate. Or, à vous entendre, normalement, je devrais avoir une rentabilité sur les 10 ans qui viennent ou une chute ou une montée en fonction de je ne sais pas quoi. Donc, déjà, et d'une, les interlocuteurs que j'ai en face de moi, ils sont peut-être votre cerveau,
En tous les cas, je ne sais pas s'ils savent ce qu'il y a dans le portefeuille. À mon avis, ils n'en ont aucune idée. Moi, ce que je demandais, c'était, je donne des exemples bateaux, hein. J'avais pas envie que dans mon fonds, il y ait du Total ou des machins comme ça. J'avais pas envie qu'il y ait des enfants qui travaillent. Enfin, du truc de grand-mère, là, des trucs de bon sens. Comme vous dites, les panneaux solaires, ça me va très bien. Mais ils n'en ont aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et comme il faut de la rentabilité, je ne sais pas du tout si j'ai pas un peu de Total. J'en ai aucune idée. Et puis peut-être qu'il y aura des vendeurs de café, mais peut-être que les vendeurs de café, s'ils sont en Inde et qu'ils sont pourris, ou en Inde, j'en sais rien. Donc, tout ce que vous dites, c'est passionnant, mais excusez-moi de vous dire que c'est parfaitement technique. Mais pour quelqu'un comme moi, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà, je suis très franche. Et j'aurais bien aimé qu'on me dise qu'est-ce qu'il y avait dans les fonds verts et comment ça marche vraiment et pourquoi on y va. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une idée, c'est d'acheter un peu de verre pour que ça ne soit pas pourri l'économie et que ça serve à nos enfants. Parce que moi, je pense à ça. Voilà, je suis très franche. Alors, ouais, je vais peut-être plusieurs réactions à votre demande. Donc, tout à l'heure, on a parlé de est-ce que les placements, c'est les riches, les investisseurs institutionnels. Donc non, effectivement, il y a beaucoup d'épargnants qui sont aussi concernés, soit parce qu'ils placent un peu d'argent, alors ça peut être dans des SICAV, des fonds, comme vous l'avez évoqué, soit parce que vous avez acheté, enfin, vous avez un contrat d'assurance vie, mais derrière, c'est placé dans un fonds. Et ça peut être aussi, si vous avez, pour les plus jeunes, un compte virtuel dans une banque en ligne, c'est aussi, sans que vous le sachiez nécessairement, pourtant vous avez signé un contrat, c'est aussi placé dans un fonds. Donc effectivement, après, soit on a la capacité de dire, ben moi, enfin, je veux placer dans un fonds vert, soit effectivement, c'est placé dans un fonds, on ne sait pas ce qu'il y a. Normalement, la composition des fonds, elle est connue du banquier qui le vend, puisqu'on a la liste des entreprises qui sont normalement données ou publiques. Cela dit, c'est plusieurs milliers d'entreprises, donc effectivement, il faut les connaître, on ne sait pas exactement. Et puis après, il y a la question de la labellisation. Les fonds qu'on vous propose, ils ne sont pas faits client par client. Donc, on va vous proposer un fonds qui s'appelle Vert, Croissance, Transition, mais ça sera le même que votre voisin à côté, là. Donc, vous n'allez pas pouvoir ticker comme ça ce que vous voulez. Donc, effectivement, derrière la dénomination, c'est justement le problème de la labellisation. Ce qu'on appelle vert aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors après, vous avez posé une autre question qui est celle du rendement du fonds. Donc ça, c'est différent de l'impact de l'investissement. Là, c'est placé dans des entreprises et donc ça va dépendre des performances économiques financières du moment. Donc effectivement, s'il y a une crise financière ou des difficultés comme on a pu le voir l'année dernière ou en début de cette année, bah là, malheureusement, vous allez perdre effectivement de l'argent. Je crois pas. Oui, enfin, je suis d'accord avec vous, c'est hyper technique, ça fait du jargon et c'est super pénible. Et j'en suis vraiment navrée, en fait. Et enfin, je veux dire, moi, j'essaye à mon petit niveau de changer un peu les choses. C'est-à-dire que je suis prof, donc j'en parle avec mes étudiants, donc on a des discussions et je pars de ce que vous avez dit. C'est-à-dire, je dis, ben voilà, vous êtes étudiant, par exemple, prenons ce cas-là, vous allez travailler dans une entreprise, vous avez le choix entre deux stages. Il y en a un, c'est chez Total, il y en a un autre, c'est dans une start-up de l'énergie solaire. Enfin voilà, je sais pas, peu importe, laquelle allez-vous choisir? Il y en a une qui va vous payer 3 fois plus que l'autre. Enfin, donc ces discussions-là, moi aussi, je suis un individu lambda comme tout le monde en fait. Voilà, donc je comprends et je suis dépitée de la difficulté effectivement quand on est un peu schizophrène, on est d'un côté un peu expert et puis de l'autre aussi des gens comme tout le monde. On a envie d'arriver à faire ce lien-là. Donc j'aimerais, voilà, s'il y avait un message que j'aimerais faire passer, c'est comment justement transformer ce discours un peu technique en une modalité d'action. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer, vous, de tout ce qu'on a dit? La première chose, moi je dirais, c'est effectivement aller voir votre conseiller bancaire et puis demandez-lui d'ouvrir son fichier Excel, d'ouvrir sa documentation parce qu'il l'a, elle est disponible quelque part. Et s'il n'a pas été formé à ça, d'aller demander à son supérieur d'obtenir une formation là-dedans parce que c'est obligatoire.
Les conseillers bancaires doivent demander vos préférences, ils doivent vous demander si vous avez envie ou pas que vos euros soient placés dans des fonds responsables ou pas. C'est obligatoire. Ils doivent être formés aussi à ça. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils fassent remonter en interne. Et puis, donc ça, c'est la première réponse que je ferais, c'est oui, je suis désolée de la complexité du sujet. On essaye de la mettre à disposition, mais on n'y arrive pas toujours. Et voilà, je mets à coup de pas de l'échec si on n'a pas réussi. Ça, c'est super, effectivement, ça aide. La deuxième chose, c'est que, en fait, derrière la complexité se cache souvent du greenwashing. C'est-à-dire que ça a l'air compliqué du point de vue de l'entreprise. On dit toujours, on n'a pas assez de données, c'est compliqué ça. Souvent, c'est compliqué parce que ça permet de rien faire, en fait. Et donc, ça, par contre, j'aimerais que ce soit entendu. On l'a tous dit. Tout à l'heure, on disait que c'était un peu négatif, mais non, c'est la réalité. C'est-à-dire que la CPR, l'AMF, donc les gendarmes des banques et des assurances, ils essayent de discipliner les marchés pour empêcher, ils vérifient les publicités, ils vérifient les prospectus qui sont donnés, parce que ça, c'est un véritable drame, effectivement, qu'on vous vende un investissement durable dans des entreprises pour lesquelles vous n'êtes ni d'accord ni convaincu que ça va changer le monde. Alors, et c'est mon troisième point de ma réponse, là, il y a quand même quelque chose qui est difficile, qui est de concilier des enjeux sociaux, environnementaux, planétaires ensemble. Faire du vert, c'est pas uniquement faire des panneaux solaires, d'accord ? Faire du vert, c'est pas uniquement Tesla. Pourquoi je le dis ? Parce que Elon Musk, il y a quelques mois, il a tweeté que l'ESG, les fonds verts, etc., c'était une escroquerie. Pourquoi ? Parce qu'on a sorti Tesla de l'indice, aux États-Unis, le Standard & Poor's, c'est l'équivalent du CAC 40 en France. Alors, c'est le SP 500, donc pour les 500 plus grandes entreprises américaines, ils ont fait le SP 500 ESG, d'accord ? Donc, plutôt durable. Mais on a sorti Tesla. Pourquoi ? Pour des problèmes de discrimination et de conditions de travail dans les usines. Et moi, je suis contente qu'on ait sorti Tesla. Il ne suffit pas de vendre une voiture électrique pour être durable. Voilà. Après, dans SP500 ESG, il y a aussi ExxonMobil. Donc, voilà. Faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais voilà, on n'est pas obligé de donner raison à Elon Musk ni à ExxonMobil. Mais voilà. La complexité, de toute façon, même si je vais avoir le discours le plus simple, le plus mis à disposition, ne résoudra pas ce problème-là, en fait. Donc, des fois, on a un jargon un peu complexe, pas parce que c'est difficile aussi, quoi. Un mot rapide. Juste, cette complexité-là, elle existe déjà entre des investisseurs professionnels et les gestionnaires d'actifs qui s'occupent de leur argent. Donc, c'est clair qu'au niveau du citoyen lambda, pas connaisseur, c'est évident que ce problème-là se pose avec énormément d'acuité. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez avoir un contrôle un peu plus fort sur vos investissements, il existe justement, se développent des nouveaux types d'investissements avec des gestionnaires d'actifs qui vont vous permettre de cocher case par case un petit peu. Donc ça, c'est des nouvelles formes aussi d'investissement durable où vous pouvez sélectionner les causes en fait qui vous tiennent à cœur. Donc, mais je suis pas sûr que ce soit les banques de détail classiques qui permettent le mieux d'avoir une transparence sur votre argent. C'était aussi une question, mais c'était aussi un débat avec madame, un petit peu, et avec vous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de véritables fonds verts. J'ai comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, une assurance vie. J'ai comme vous, madame, essayé de demander à mon banquier, alors qu'est-ce qu'il y a vraiment ? J'ai enquêté dans ce qu'il y a vraiment. J'ai des paniers d'actions avec différents fonds dits verts ou éthiques, qui ont bien sûr perdu. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, le banquier, lui, gagne, qu'on perde ou qu'on gagne, le banquier, lui, se rémunère. Et le gestionnaire de fonds, il se rémunère. Donc, de toute façon, eux se rémunèrent toujours. Maintenant, moi, j'ai l'impression que la problématique, c'est qu'on est en train de vouloir faire du vert dans une économie qui est de vouloir croître toujours. Or, on sait très bien que le vert, c'est décroître. Donc, on voudrait que nos actions augmentent, on voudrait que ce qu'on met en bourse augmente, et en même temps, on sait que c'est que dans la décroissance qu'on arrive à faire une véritable action verte, puisque ce qu'on gagne, c'est ce qu'on ne consomme pas. Ce qu'on gagne, c'est justement ce qu'on perd.
Donc c'est toute l'ambiguïté du système. Donc si vous voulez faire vraiment du vert, si vous voulez, eh ben, faites-le concrètement sur des micro-actions. C'est-à-dire sur le fait d'aller faire du microcrédit, sur le fait d'aller vraiment aider vos enfants, plutôt que d'aller... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos enfants? Au lieu de le donner aux banquiers, donnez-leur votre argent maintenant. Monsieur, je vais laisser les réagir très rapidement. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais... Voilà, on prend les deux questions. Juste, effectivement, alors il y a deux choses. Bon, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté quand vous placez dans un fonds. En fait, c'est vous qui portez le risque. Donc, effectivement, vous gagnez, vous perdez. Le gestionnaire, lui, prend une commission, donc lui, il gagne. Après, ce que vous dites est tout à fait correct. Alors, il y a quand même, alors, on peut quand même espérer avoir un peu de croissance sur les nouvelles activités, l'innovation, etc. Mais effectivement, il suffit de sortir dans la rue. On est dans une économie qui est très carbonée, et donc il va falloir aussi changer les habitudes de consommation, et donc sans doute réduire à la fois sa consommation et sa production. Ça, c'est presque évident. On arrive à la fin de la conférence. Vous pouvez bien sûr essayer de agrapper nos intervenants pour discuter avec eux juste derrière. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, pour mémoire, il s'agissait d'une conférence organisée par la revue Regard croisé sur l'économie, dont vous avez quelques exemples ici, qui est une revue de diffusion scientifique pour construire des ponts entre la recherche et le débat public. J'espère qu'on l'a un petit peu fait malgré la technicité du sujet. Voilà.